travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais que se passe-t-il? Dans cet épisode, au Brésil, une porte mène au pays des morts. C'est l'illustration parfaite d'un cauchemar. Serait-ce la vengeance ultime d'Adolf Hitler? Ce pourrait être une des bombes non explosées d'Hitler. Maintenant! L'Amérique est-elle envahie Qu'est-ce que c'est? par un super prédateur d'Afrique? Ils ont pris un enfant de 2 ans. Ils lui ont arraché les bras et lui ont retiré un rein. D'étranges phénomènes, Oh mon Dieu! des mystères ont été filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Nous sommes à Curitiba, une ville au sud du Brésil. Le 13 mars 2017, à 2h30. Deux agents de sécurité en service dans un bâtiment municipal viennent vérifier une nuisance au sous-sol. Et ils décident de filmer. On imagine très bien ce qui se passe dans la tête de ces agents. Ça ressemble à un cauchemar. Ils surveillent un bâtiment vide et les lumières du couloir s'allument et s'éteignent. D'un seul coup, il y a cette porte au loin, et elle fait un énorme vacarme. Et elle continue. Le calme de la nuit est interrompu par le fracas d'une porte métallique qui s'ouvre et se ferme sans cesse. Les habitants de la ville prétendent que ce bâtiment a un passé troublant, ayant laissé une présence fantomatique et en colère. Bam, bam, bam! Et alors qu'ils s'approchent de la porte, elle s'arrête de bouger. Quand soudain, l'obscurité totale. Les agents, encore secoués, refusent de parler de cette expérience. Ça ne m'étonnerait pas que l'un d'eux ait dû changer de caleçon. L'historien Tony McMahon découvre que beaucoup d'habitants de cette région du Brésil croient au surnaturel. Plus d'une personne sur 10 affirme pouvoir communiquer avec les morts. Au Brésil, tout ce qui est magique et mystique est très populaire. Il y a une forte croyance en ce qu'ils appellent la macumba, qui est une forme de vaudou. Il en découle le sentiment que les morts ont la capacité d'avoir une influence néfaste et maléfique sur les vivants. Certains affirment que les mauvais esprits apportent la maladie, le malheur et la mort. Il se dit que même les dirigeants du pays seraient victimes de ces sombres phénomènes. En 2017, le président par intérim Michel Temer et la première dame sont chassés de leur palais par ce qu'ils qualifient d'esprits maléfiques.
Dans le système de croyance de la Macumba, un mort peut essayer de signaler un profond malheur en faisant claquer une porte, comme dans le cas présent. Mais le magicien professionnel Ben Nemzer est sceptique. Plus il s'approchait et plus la porte claquait vite et fort. En tant que magicien, je ne crois pas à ce genre de coïncidence. Quelqu'un essaie de leur faire peur. L'explorateur Georges Kourounis se demande s'il ne s'agirait pas d'un signe d'activité criminelle. Les habitants locaux pensent qu'il y a des esprits violents qui vivent dans les sous-sols de ce bâtiment. Mais ce pourrait être une simple diversion qui cacherait une pratique bien plus sinistre. L'un des pires crimes que l'on retrouve dans cette région, c'est le trafic d'organes. Au Brésil, près de 10 millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté. Des Brésiliens désespérés qui gagnent moins de 2 $ par jour vendent leurs reins sur Internet pour des sommes allant jusqu'à 10 000 $. Les organes issus du trafic représentent une greffe sur 10 et rapportent aux trafiquants près de 2 milliards de $ par an. En 2012, une femme a mis son rein en vente. Mais elle était si désespérée qu'elle y a ajouté son foie, ses cornets et un poumon. Mais les organes ne sont pas tous donnés volontairement. Plus de 8 millions d'enfants vivent ou travaillent dans les rues. Les associations affirment que certains deviennent la cible des voleurs d'organes. Un bâtiment comme celui-ci est le repère parfait pour des opérations criminelles épouvantables, y compris le prélèvement d'organes sur des enfants. Mais les enquêteurs ne découvrent aucune trace d'activité criminelle dans le bâtiment. Ce n'est pas le vent qui fait claquer la porte. Quelque chose doit la faire bouger. Greg Sulgit examine les rapports météorologiques et découvre qu'un énorme orage a frappé pendant la nuit de ce curieux phénomène. Le clignotement des lumières indique qu'il y a un problème électrique. Plus de 100 personnes sont tuées par la foudre chaque année au Brésil. L'ingénieur électrique David Wallace veut comprendre s'il est possible que des orages aussi violents puissent donner l'impression que des objets inanimés soient possédés par un esprit, comme cette porte en métal dans le sous-sol. Cette région du Brésil affiche un taux d'humidité de plus de 80%, ce qui signifie que l'air est saturé d'eau. Quand l'air est dense et humide, il conduit très bien l'électricité. Wallace et son équipe vérifient si une charge électrique dans l'air humide et dense du sous-sol pourrait faire pivoter la porte sur ses gonds. Pour reproduire la porte du sous-sol, ils utilisent une feuille d'aluminium chargée négativement, placée à côté d'une plaque en métal chargée positivement, représentant l'encadrement de la porte. On va faire passer du courant dans cette plaque et on verra si elle attire la porte. Voyons si on peut recréer ce qu'on voit dans la vidéo. Au Brésil, dans un bâtiment municipal prétendument hanté, une porte a été filmée en train de claquer toute seule. L'ingénieur électrique David Wallace prépare une expérience pour vérifier si l'atmosphère chargée électriquement de la région pourrait expliquer ce phénomène surnaturel. Il prépare son générateur à haute tension. J'ai un générateur de 100 000 volts juste ici. Bien, envoyons de l'énergie dans tout le système. C'est parti. 30 000 volts passent dans la plaque et attirent la feuille vers la charge. Éteint. On a vu quelque chose de similaire à la vidéo. On a une feuille d'aluminium à l'intérieur d'un support en métal.
Et à mesure que le voltage augmente, on peut voir que la feuille est attirée vers le support, comme la porte dans la vidéo. Wallace démontre qu'il est possible qu'une atmosphère chargée électriquement puisse déplacer une pièce métallique et donner l'impression d'être hantée. Mais en étudiant les plans du bâtiment, l'ingénieur John Farrow remarque que l'air ne devrait pas être chargé électriquement. Dans cette région du Brésil, les bâtiments sont conçus pour conduire la foudre depuis leur sommet jusqu'au sol. C'est ce qu'on appelle la mise à la terre. Les paratonnerres conduisent la foudre à l'extérieur du bâtiment et empêchent les objets métalliques de se charger en électricité. Si le système dysfonctionne, les personnes dans le bâtiment sont exposées à des risques mortels d'électrocution. En attendant que les agents de sécurité fournissent plus de détails sur ce qu'ils ont vu cette nuit-là, l'explication de cette porte qui claque restera un mystère. Peu importe combien sont payés ces agents de sécurité, ce n'est pas assez. Sa vie est en danger, chacun de nos gestes compte. Là, tu fais la différence entre la vie et la mort. Urgence hélico, mardi 22h, à Canal T. Nous sommes dans le sud de la Russie, à Volgograd. Le 10 août 2020, à 12h40. C'est l'heure de pointe. Et la circulation s'arrête alors qu'un nuage noir passe au-dessus de la route. Un habitant filme la scène avec son téléphone. Au bout de la route, on voit un grand nuage de fumée s'élever. Quand soudain, boum! On voit une boule de feu qui monte à plus de 100 mètres de haut. Ah, bon sang! Il est tellement fasciné par l'explosion qu'il ne se rend pas compte que sa vie est en danger et qu'il devrait s'enfuir. C'est une explosion cataclysmique et elle s'approche de lui. et ce n'est pas une explosion ordinaire. Ça ne ressemble pas à une explosion normale, elle prend de l'ampleur à chaque seconde. Les habitants craignent que leur ville soit attaquée. C'est une scène de film de guerre. L'historien Craig Gottlieb rappelle que la ville de Volgograd portait auparavant un nom très différent et bien connu. Cette explosion a eu lieu à Volgograd, qui s'appelait Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 23 août 1942, Adolf Hitler ordonne à sa 6e armée et à sa 4e Panzer Division de capturer la ville par tous les moyens. Joseph Staline ordonne à l'armée rouge de bloquer l'avancée des nazis, coûte que coûte. Cette bataille est la 2e plus mortelle de l'histoire. Les nazis ont encerclé Stalingrad et affamé la population. Staline voulait tellement gagner cette bataille qu'il a empêché les civils d'évacuer la ville. Il a compris que ses troupes se battraient corps et âme si la vie des civils était en jeu. Cet ordre cruel de Staline a peut-être motivé ses troupes, mais le prix à payer sera terrible. Pendant cette période du mois d'août au mois de février, la ville de Stalingrad était devenue l'enfer sur Terre. 2 millions de soldats et de civils sont morts dans la bataille de Stalingrad. Et jusqu'à récemment, des fosses communes sont découvertes dans la ville, dont la plupart contiennent des centaines de squelettes. Mais il n'y a pas que des corps qui sont exhumés. On trouve également l'héritage mortel de la Luftwaffe. Les bombardements étaient si intenses que les nazis ont réalisé plus de 10 000 missions de bombardement sur la ville. Une explosion peut être produite par une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale. Ah, bon sang! Hitler a fini par perdre la bataille de Stalingrad.
Mais sa capacité à tuer des civils russes persiste des décennies plus tard. Les produits chimiques qui sont dans ces bombes finissent par se détériorer avec le temps. Et sans prévenir, boum! Depuis plus de 20 ans, Matt Kutcher est expert balistique et pyrotechnique pour Hollywood. À Stalingrad, on sait qu'Hitler pouvait larguer 1000 tonnes d'explosifs en une seule journée. Bien souvent, les obus n'ayant pas explosé étaient enterrés. Matt cherche les plans originaux de l'obus nazi. Fais attention s'il te plaît. On va essayer de reproduire la bombe d'Hitler. Voilà. C'est une réplique d'une bombe nazie hautement explosive. Plus d'1 million d'exemplaires ont été fabriqués pendant la Seconde Guerre mondiale. On va la placer sous terre. Attrape une pelle. Ici, ça devrait aller. On va y attacher une charge et on va la faire exploser. Ensuite, on verra si l'explosion de notre bombe correspond à celle qu'on voit dans la vidéo. Ah, bon sang! La ville de Volgograd, en Russie, est frappée par une énorme explosion. L'expert en pyrotechnie, Matt Kutcher, a fabriqué et enterré la réplique d'une bombe nazie. Il veut vérifier si l'explosion de la vidéo a été provoquée par un obus non explosé largué par l'armée allemande. 5, 4, 3, 2, 1, go! Eh ben, c'était une belle explosion. Allons voir ce que ça donne. J'ai vu l'onde de choc à l'œil nu. J'ai vu la déflagration. Et ensuite, j'ai vu l'onde de choc se propager. C'était vraiment cool. Matt analyse les images de l'explosion de Volgograd et les compare à sa reproduction de bombes nazies. Sur notre explosion, on voit plein de débris partir avec l'onde de choc. Et ce n'est pas ce qui se passe dans la vidéo. Ah, bon sang! C'est une énorme boule de feu qui prend toute la route. Or, la majorité des bombes nazies ne provoquaient pas de boule de feu. C'est leur onde de choc qui semait la destruction. On en est sûr. Ce n'est pas un obus. C'est forcément autre chose. L'ancien analyste de la police de New York, Connor McCourt, étudie les images à la recherche d'indices. Il remarque un détail inhabituel juste avant la boule de feu. L'explosion se fait en plusieurs étapes. On voit une colonne de fumée noire qui indique qu'il y a un feu. Ici, on voit de la fumée, mais ça n'en est pas. On dirait un nuage de produits chimiques qui s'enflamme et provoque l'explosion. Si on cherche la source de ce nuage blanc, il est possible que ce soit une station-service. La Russie produit plus de 12% du pétrole et de l'essence mondiale, soit plus de 11 millions de barils par jour. Volgograd est situé dans une région riche en pétrole. L'essence ne coûte presque rien là-bas. Mais le problème, c'est que les salaires sont également très bas. Et c'est comme ça qu'on crée un marché noir. En Russie, le vol de carburant se fait à l'échelle industrielle. En 2009, des voleurs ont siphonné 27 000 tonnes de pétrole d'un pipeline dans la région du Daghestan. Ces pipelines sont désormais lourdement gardés et les criminels s'attaquent à des cibles plus faciles. Il y a des trappes dans les stations-service. Et si on arrive à les ouvrir, on a directement accès au réservoir de toute la station. Les criminels ont des véhicules spéciaux. Ils viennent se garer au-dessus de la trappe.
Il l'ouvre et aspire toute l'essence avant de repartir. Le propriétaire de la station n'a rien vu et il a tout perdu. Mais le détournement de carburant est une activité à haut risque. Ces criminels jouent littéralement avec le feu, parce qu'à la moindre étincelle, boum, grosse explosion. Il est possible que ce soit un crime qui est mal tourné et que l'explosion ait créé cette énorme boule de feu. Des photos confirment que la déflagration vient d'une station-service. Cette énorme explosion a ravagé une zone d'environ 1000 mètres carrés. Par miracle, seulement 13 personnes ont été blessées. Et il n'y a eu aucun mort. Mais les habitants de Volgograd n'auront peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Hitler et les nazis ont mis 6 mois à détruire Stalingrad. Ces quelques voleurs de carburant ont fait la même chose, mais en quelques secondes. Cette année, la forêt a passé au cash. Mais inquiétez-vous pas, on s'en vient. C'est un départ, mon homme. On n'est pas notre premier rodéo, hein? Vite chantier nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Nous sommes dans l'État du Mississippi. Le 24 octobre 2013. Un homme explore une partie des 7 millions d'hectares de forêt et de marécages sauvages, avant de tomber sur une scène incroyable. On voit un simple paysage avec des arbres, mais d'un seul coup, une silhouette noire commence à bouger. Le randonneur filme la scène avec son téléphone. Une créature énorme à la fourrure noire semble arracher un cyprès. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Cette créature est énorme et elle ne ressemble pas à un ours. Je n'ai jamais vu ça. La créature semble dotée d'une force extraordinaire. C'est un cyprès. Ce sont des arbres très solides. Mais cette créature l'arrache facilement. Subitement, la créature semble sentir la présence du randonneur et se dresse. Il montre des signes d'agressivité. L'homme court pour sauver sa vie. Je comprends qu'il soit effrayé. Cette chose est énorme. J'ai étudié les mammifères d'Amérique du Nord pendant des années et je n'ai jamais rien vu de cette taille avec un comportement aussi destructeur. Dans un marais du Mississippi, un randonneur se retrouve face à une bête poilue qui détruit un arbre. Qu'est-ce que c'est? Le biologiste Roland Keyes pense que la créature pourrait être un animal venu d'Afrique. En Amérique du Nord, des gens prennent des chimpanzés comme animal de compagnie ou les laissent dans des refuges. Peut-être s'agit-il d'un chimpanzé de compagnie qui s'est échappé. Les chimpanzés sont très intelligents, agressifs et territoriaux. Ils utilisent de simples outils en pierre pour chercher leur nourriture et ils sont presque 2 fois plus forts que les humains. En Afrique, on compte plus de 250 000 chimpanzés et il arrive qu'ils tuent des humains. En 2014, un groupe a pris pour cible un village en Ouganda. Ils ont pris un enfant de 2 ans. Ils lui ont arraché les bras et lui ont retiré un rein. C'est un règne de terreur qui s'est terminé par la mort de 2 autres enfants et 6 autres ont été gravement blessés. Les chasseurs du Mississippi, David Childers et Peyton Lassiter, disent avoir déjà rencontré la bête qui apparaît sur la vidéo du randonneur, alors qu'ils étaient en forêt. Ils expliquent qu'elle a les caractéristiques agressives d'un chimpanzé mâle alpha.
Quand j'ai vu cette créature, je priais pour qu'elle ne me voie pas. J'étais immobile et sous le choc. Je me suis dit que si elle me voyait, elle allait venir me déchiqueter. Les forêts marécageuses du Mississippi, où les températures peuvent atteindre les 45 degrés, offrent les mêmes conditions que les jungles d'Afrique centrale, où vivent ces chimpanzés. Le Mississippi est une région très vaste et peu peuplée. Il est donc très probable que ce genre d'animal en fasse son refuge. En 2020, un couple parti camper avec son chien aperçoit ce qui semble être un chimpanzé en train de les observer depuis les bois. Et la bête a commencé à leur lancer des pierres et des branches. Le couple, craignant pour sa vie, décide de lâcher son chien sur l'assaillant. Une erreur fatale. La bête a commencé à lancer d'autres choses sur la tente. Des morceaux de chien. Cette créature m'a terrifié, littéralement. Oh oui. Mais le biologiste Steve Potvin compare la vidéo avec des images de chimpanzés. Et il découvre qu'elles ne correspondent pas. C'est trop gros pour être un chimpanzé. Et la taille du corps et des pattes ne correspond pas à un gorille. La taille de cette créature ne ressemble à aucun singe connu de l'homme. En attendant que la personne ayant filmé ces incroyables images fournisse plus de détails, la nature de cette bête restera un mystère. Mais pour les chasseurs de la région, il n'y a aucun doute. Cette créature existe et elle est terrifiante. Il est très probable qu'une créature d'une taille imposante se cache dans la nature. Ça ne fait aucun doute pour moi. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de me finir. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès 20h, à Canal D. Nous sommes dans le Nebraska, dans la petite ville de Hastings. Le 4 janvier 2020, Jackie Hoffman est témoin d'un phénomène mystérieux dans le ciel. Elle attrape son téléphone et commence à filmer. C'était un gros engin. Et il y avait comme des lumières qui brillaient dessus. Ça se déplaçait très vite. C'est passé proche de mon appartement. Et c'est ça qui m'a fait peur. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Dans les jours et les mois qui suivent, dans le Colorado, le Kansas, le Nebraska et le Wyoming, un très grand nombre de personnes vont signaler le même appareil. Oh mon Dieu! Il est juste là. Parfois, les gens ne voient qu'un seul objet dans le ciel. Mais il arrive qu'il y en ait tout un groupe. Dans le Nebraska, Eric Eckart filme l'appareil depuis chez lui. Ce ne sont pas de simples drones. Ils volaient beaucoup plus vite. À plus de 100 km/h, sur de très longues distances, en pleine nuit, je me suis dit que c'était quelque chose de bien plus avancé technologiquement. Les habitants réclament des réponses. Des analyses de l'objet volant révèlent qu'il s'agit d'un aéronef sans pilote. Mais ni le gouvernement américain, ni aucune entreprise américaine ne prétendent savoir de quoi il s'agit. C'est fou que des centaines de personnes assistent au même phénomène, mais qu'on ne sache toujours pas ce qu'il se passe. Une série de signalements similaires d'objets volants a eu lieu dans les années 1970, dans les mêmes États. Des agriculteurs allaient dans leurs champs et ils voyaient ces étranges objets parcourir le ciel.
Et ces objets semblent entraîner la mort dans leur sillage. Ces agriculteurs sortaient et découvraient que leurs vaches étaient mortes. Plus de 1500 bovins à travers le Midwest ont été découpés avec une précision chirurgicale. La folle rumeur court que ces animaux ont été mutilés par des visiteurs venus d'un autre monde. Et aucun coupable n'a jamais été appréhendé. Ce n'est pas étonnant qu'en voyant ces mystérieux engins, les gens commencent à s'inquiéter. Dans 4 États du Midwest, des témoins ont filmé un appareil inconnu traversant le ciel. Je sais qu'il y a des rumeurs disant que c'est le gouvernement qui nous espionne ou qui recherche quelque chose. Mais le journaliste Jeff Wise découvre des preuves troublantes. Il ne s'agirait pas d'appareils américains et il ne serait pas possible de les identifier. Le gouvernement a lancé un avion de surveillance équipé de capteurs pouvant détecter la signature thermique de ces objets volants. Mais ils n'ont pu récolter aucune donnée. Le gouvernement n'arrive pas à expliquer cette menace, mais Jeff Wise établit une carte des différents signalements. D'après lui, la personne contrôlant ces engins cible les défenses atomiques des États-Unis. J'ai découvert que cette zone avait beaucoup de silos à missiles nucléaires. L'historien Marty Morgan établit le parallèle avec un événement survenu dans le Montana et qu'avait raconté l'officier de l'armée de l'air Robert Salas. Dans les années 1960, ils ont vu un ovni au-dessus de la base de Malmström. Des lumières sont apparues dans le ciel. Robert Salas avait signalé que cet objet rouge et brillant avait perturbé le fonctionnement des missiles nucléaires de la base secrète. Les hommes de la base ont découvert que plusieurs missiles balistiques nucléaires ne pouvaient plus être lancés. Les autorités américaines affirment que cet incident n'a jamais eu lieu, mais différents témoins confirment la version de Salas. Ils insistent tous sur le fait que la sécurité nationale a été compromise par une puissance étrangère ou un ennemi inconnu. Peut-être que les signalements récents ont un lien avec ce qui s'est passé dans les années 1960. On devrait s'inquiéter d'un ennemi qui peut infiltrer les États-Unis et attaquer nos sites nucléaires. L'explosion d'un seul missile balistique intercontinental dans un silo du Midwest pourrait tuer plus d'1 million de personnes. Les retombées radioactives atteindraient alors plus de 650 000 personnes qui succomberaient à l'irradiation. Et cet étrange objet continue d'être aperçu sans qu'on puisse l'identifier. On ne sait toujours pas qui a envoyé cet appareil. Avant qu'on le découvre, nous avons une crise de sécurité nationale sur les bras. Et il faut faire quelque chose pour y remédier. Les lundis. C'est tout simplement waouh. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments, et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Nous sommes dans l'État mexicain de Quintana Roo, situé en bord de mer. Le 5 juillet 2020. Antonio Carlos Hernandez et 2 amis circulent sur l'autoroute Carrillo-Mérida. Là, regarde, il reste au milieu de la route. On dirait bien. Je rêve. Leur simple trajet pour se rendre à la plage prend une tournure très étrange. Des hélicoptères sillonnent le ciel.
et de la fumée s'élève au loin. À la sortie d'un virage, il découvre une scène infernale. Un avion vient d'atterrir. L'épave en flammes d'un avion barre les deux voies de la route et aucun signe de vie à l'intérieur. Quand l'avion en flammes apparaît à l'image, impossible de dire si des passagers sont piégés à l'intérieur. Il ne faut pas que ça explose. En voyant un avion en plein milieu de la route, j'aurais été terrifié. Sérieux, ça me fait flipper. On doit savoir ce qui se passe. Au Mexique, un brasier se déchaîne dans un avion ayant atterri au milieu de la route. L'ingénieur Nick Householder examine la forme et la taille de l'avion. Il découvre que ce modèle n'est utilisé que par les personnes les plus riches de la planète. Après vérification, cet avion est un BAE 125, l'un des premiers jets privés au monde et l'un des plus prisés. Se déplacer en jet privé est 19 fois plus dangereux que de prendre sa voiture. En 2008, un jet privé s'est écrasé en pleine heure de pointe sur la ville de Mexico. 16 personnes ont trouvé la mort. Mais Householder zoome sur l'épave et découvre des preuves que l'avion ne s'est pas écrasé. Toutes les roues sont sorties, ça ressemble plutôt à un atterrissage d'urgence. Et dans ces situations, le pilote essaie d'atterrir sur une route. L'ingénieur Brian Walshon examine l'avion en détail, à la recherche d'une défaillance ayant forcé l'atterrissage. Et il remarque quelque chose d'étrange dans les flammes qui se déchaînent. L'endroit le plus logique pour le départ d'un feu dans un avion, c'est le moteur ou le réservoir. Mais ici, on voit que les flammes sont dans le fuselage. Ce feu a peut-être été allumé volontairement pour cacher ou brûler des preuves. Le Mexique est engagé dans une guerre sans merci contre les plus puissants trafiquants de drogue. Les cartels d'Amérique du Sud exportent plus de 1000 tonnes de cocaïne chaque année, dont la plupart transitent par le Mexique vers les États-Unis. Ces types d'avions ont la réputation d'être utilisés par les cartels pour transporter de la drogue. Les cartels gagnent plus de 39 milliards de dollars par an grâce à la vente de drogue aux États-Unis. Nick Householder découvre des informations sur des jets privés d'occasion ou obsolètes achetés pour environ 1 million de dollars chacun. Les sièges sont retirés et les avions sont chargés de 100 millions de dollars de cocaïne. Ils partent des jungles d'Amérique centrale pour atterrir aux États-Unis. Les pilotes des cartels sont payés jusqu'à 500 000 dollars pour un seul vol. Mais les risques sont colossaux. Certains cartels sont connus pour construire des pistes d'atterrissage de fortune en pleine forêt, en abattant des arbres. Les avions sont surchargés et volent de nuit, sans lumière, guidés par des drones. Pour les cartels les plus puissants, des avions à 1 million de dollars sont considérés comme jetables. 1 million de dollars, ce n'est pas grand-chose quand on transporte 100 millions de dollars de cocaïne à chaque vol. Plus de 50 jets de narcotrafiquants écrasés ou abandonnés ont été retrouvés dans les jungles d'Amérique centrale, rien qu'en 2019. La journaliste Liberty Wittert examine les images. Elle repère des hélicoptères appartenant à l'armée mexicaine. Elle découvre un rapport confirmant ses soupçons. Le rapport affirme que les autorités mexicaines ont déployé une équipe de lutte antidrogue par hélicoptère. Les passagers sont partis précipitamment et ont rejoint un camion qui les attendait à proximité. Mais l'hélicoptère a traqué et saisi le camion dans lequel les agents ont retrouvé pour 5 millions de dollars de cocaïne. Le pilote a mis le feu au cockpit pour couvrir ses traces. L'homme n'a pas seulement laissé filer un chèque de 500 000 dollars,
Il a perdu une livraison entière de drogue et craint désormais pour sa vie. Les représailles des cartels mexicains sont rapides et brutales. Ils font partie des criminels les plus violents de la planète et leurs méthodes sont de plus en plus brutales. Plus de 90 personnes sont tuées chaque jour au Mexique par les cartels. Certains sont décapités, d'autres dissous dans l'acide. Le prix des échecs ou des trahisons. La perte de plus de 5 millions de dollars de cocaïne n'aura pas été une bonne journée pour ces pilotes.